Maman, j'ai foiré. Le seul podcast qui demande aux patrons, personnalités et anonymes, de se livrer uniquement sur leurs échecs. L'abus d'échec n'est pas dangereux pour la santé. Maxime Colmont, bonjour. Salut Vincent. Tu es le cofondateur de TS Nutrition Coaching. Plus de 9000 personnes accompagnées. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter l'Instagram TS Nutrition Coaching. Plus de 9000 transformations réussies et non pas personnes accompagnées, mais transformations réussies. Oui. Parce que c'est très visuel. Il faut aller voir les photos. Vous allez vraiment voir le travail que Maxime arrive à faire avec ses patients. Une salle de sport qui cartonne. On a l'impression d'ailleurs que vous êtes ouvert 24 heures sur 24 ici. C'est un peu le cas. Tellement ça bouge. Des centaines de plats préparés vendus chaque semaine et plein d'autres projets en préparation. Une belle réussite que je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux. TS Nutrition. Max, c'est quoi ta définition de l'échec ? Ma définition de l'échec, un petit peu bateau peut-être, mais vraiment plus que jamais des leçons. Dans le sens où des échecs, j'en ai eu plein au cours de ma vie. À noter d'ailleurs comme premier échec mon parcours scolaire, qui est entre guillemets raisonnable, raisonnablement brillant. J'étais à 0,5 points d'avoir une grande distinction à l'université dans un domaine qui est tout autre que le domaine de la santé dans lequel j'exerce aujourd'hui. D'accord. Un domaine financier. Et en fait, pour moi, ça constitue à la fois un échec, mais aussi une leçon. C'est-à-dire que j'ai dédié 10 ans de ma vie à la finance qui m'a mené à un burn-out, 2 mois de remise en question, sous certificat, où tu te dis waouh, j'ai dédié 10 ans de ma vie pour quelque chose qui ne m'intéresse absolument plus et qui, donc, quand j'ouvre l'ordi, me donne envie de vomir. D'accord. C'est techniquement très difficile. Je devais avoir du coup environ, j'avais 27-28 ans à ce moment-là. D'accord. 27-28 ans. Et c'est très difficile à 27-28 ans de se dire waouh, je suis vieux. C'est l'impression que j'avais, attention. J'ai dédié ma vie à un truc et j'ai 27-28 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ce qui me reste encore des années pour faire quelque chose ? Et boum, la remise en question. J'avais commencé comme indépendant complémentaire à faire de la nutrition en parallèle à mon job banquier. Et on me disait toujours, Max, tu travailles 7 jours sur 7, tu fais 5 jours à la banque, le week-end en nutrition, pourquoi est-ce que tu n'arrêterais pas à la nutrition ? C'est ça qui t'épuise ? Non, la nutrition m'aidait. J'aidais des gens, ils me souriaient, ils me renvoyaient beaucoup de bonheur, pas de plaisir, de bonheur. Et c'est là où je me suis dit, waouh, l'échec, c'était la banque, mais c'était une leçon. J'ai su me rediriger vers quelque chose d'intéressant et qui m'épanouit désormais. Ta définition, finalement, c'est d'être dans un environnement dans lequel tu ne te sens pas à ton aise, dans lequel tu ne te sens pas utile. Exact. Et ça, pour moi, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un poisson à grimper un arbre, et c'est littéralement quelque chose que j'étais en train d'essayer de faire. Alors, j'arrivais à bien grimper, c'est-à-dire que ça se passait très bien dans mon métier. Les gens m'ont regretté quand je suis parti. Mais moi, je n'étais pas épanoui. Je suffoquais, finalement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, et je le sais, et je rencontre beaucoup des personnes maintenant avec mon métier, donc j'assure qu'il y a beaucoup de gens qui sont profondément tristes, mais qui le refoulent et qui restent 40 ans dans un métier où à la fin, tu les écoutes et ils disent « voilà, 40 ans sont passés, j'ai pas vu passer la vie. » Oui, ils ont répété la même journée constamment toute leur vie, une journée qu'ils ont détestée. 40 ans plus tard, ils se réveillent déprimés, ou en tout cas avoir une sensation d'avoir laissé passer leur vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en horreur. Et pour moi, ça formerait un échec. Si à 60, 70, 80 années, je me retourne et je dis « waouh, pour moi, la vie est passée trop vite parce que j'ai pas réalisé ce que j'avais envie de réaliser. Ça, c'est un échec. Ce serait un échec réel et pas une leçon. Est-ce qu'on peut arriver à ce stade de réussite ? J'ai cité pas mal de réussites selon ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut arriver à ce stade sans commettre la moindre erreur ? Non. Littéralement, ça c'est quelque chose qui est évident. On va commettre des erreurs. Et ce qui permettra d'ailleurs de nouveau d'apprendre de celle-ci et de corriger le tir et de pouvoir chaque fois offrir un service plus qualitatif, ne pas dépasser des guidelines, etc. Donc ça permet de créer une forme de charte envers soi-même ou même envers nos employés, etc. Maintenant, en disant, bon les gars, voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Nous, on a déjà fait nos dents. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que, en créant ce forme de charte, de guidelines, de tour guide finalement pour TS Nutrition Coaching, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'agrandir tout simplement. À chaque fois dire aux gens, on a déjà fait ces erreurs,
Salva et moi, on prend cette responsabilité, ça fait partie de notre expérience. Si quelqu'un vous dit que Max a fait une erreur dans un menu une fois ou dans un coaching, c'est vrai, je l'accepte. Mais maintenant, ça n'arrivera plus. Et c'est comme ça qu'on offre une qualité assez élevée ici dans ce qu'on met en place dans notre centre médico-sportif. Ok. Toi qui étudies l'humain, des échanges qu'on a eus en off, l'échec, il est nécessaire pour l'épanouissement de tous les êtres humains de la Terre? C'est un peu cette relation ombre et lumière. Je pense que l'échec est nécessaire, sans quoi on n'apprendrait pas. Oui. Il est nécessaire. Mais à partir d'un moment, on peut aussi ne plus vraiment en créer. Mais si on n'en crée plus d'échecs, peut-être qu'on n'avance plus. Donc c'est un peu chacun à son tempo et comme il y en a certains qui vont clairement s'épanouir sur un job de bureau 8-16 et c'est parfait parce qu'ils ont un équilibre avec du sport, avec de leur famille et ils valorisent ces piliers-là. D'autres ont besoin et ressentent profondément qu'ils ont besoin de plus. Et c'est là où ces personnes qui ont besoin de plus vont certainement créer plus d'erreurs et d'échecs, mais rebondir chaque fois, se dire « Ok, là j'ai fait une erreur, mais moi j'ai encore envie de plus, donc je corrige le tir. » Donc ils sont nécessaires pour ceux qui veulent en fait, et ceux qui ressentent, on appelle ça en anglais un gut feeling, ceux qui ont le gut feeling d'exiger plus d'eux, ou en tout cas de ce qu'ils proposent dans leur vie, eh bien oui, ils vont être confrontés à l'échec, à des erreurs. Ça me permet de rebondir sur la suite. Martha Charlier, que j'ai invité également dans le podcast, l'humoriste, me confiait dans son épisode, que je vous invite évidemment à aller écouter. Il me disait, c'est grâce aux échecs aujourd'hui que je savoure mes réussites. L'humain a-t-il besoin finalement d'échouer comme il a besoin de s'alimenter? Est-ce que ça fait partie des besoins nécessaires de l'être humain, l'échec, selon toi? En fait, le besoin nécessaire de l'être humain, ce n'est pas l'échec, c'est sentir qu'il a bien travaillé. Donc, mais pour sentir qu'on a bien travaillé, on a besoin de savoir qu'on était dans l'échec. Un peu comme quelqu'un qui recherche le bonheur va être exposé à de la tristesse. Donc, d'ailleurs, c'est sûr que c'est dans le bouddhisme où il propose non pas de rechercher le bonheur parce que justement on s'expose à la tristesse, mais de rechercher la paix. Mais quelqu'un qui recherche du coup le succès va s'exposer à l'échec. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais c'est une implication, clairement. Ok. C'est une belle définition, c'est vrai, c'est une manière. Mais finalement, c'est vrai que on a tendance à accepter et à recevoir très positivement tout ce qui nous arrive de positif. Mais la vie, ça peut pas être forcément tout rose. Finalement, c'est une question d'accepter. Donc, comme tu le disais, je pense, être en paix, c'est finalement ça la définition d'être en paix. C'est d'accepter les moments de joie, mais aussi accueillir de la même manière les moments où c'est un peu moins joyeux. C'est ça le message que tu souhaites faire passer? Le message, c'est que rechercher la paix plutôt que le bonheur, ou rechercher la paix plutôt que le succès, va effectivement créer moins d'impact émotionnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir les émotions, qu'il ne faut pas savourer les succès ni ressentir les échecs, mais les rechercher à tout prix nous expose du coup à des plus grosses déceptions. Logique. Pour le moment, je suis en paix avec ce que je mets en place et je suis heureux de notre réussite, comme des fois je suis fâché sur les points où j'échoue encore à l'heure actuelle. Okay. Mais je suis en paix. Et donc relativement stable psychologiquement. Super. Sans transition, on va parler un peu de tes échecs personnels, si tu le veux bien. Un petit top 3, voire plus, si tu as des choses à nous confier. Mais as-tu des échecs que tu souhaites nous partager aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est d'en parler très positivement, c'est de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent et qui vivent peut-être la même situation, qui sont pas tout seuls finalement à vivre ce qu'ils sont en train de vivre et qu'il y a des solutions. Tu vas peut-être donner aussi une piste de solution, un tips à suivre pour passer de l'autre côté de la barrière, considérant que la barrière c'est le moment où l'échec est ressenti. Si on devait démarrer sur un top 3 en 3, tu as parlé de la scolarité par exemple. Démarrons peut-être assez tôt, oui, dans ta vie au niveau de la scolarité. Est-ce qu'il y a un échec qui te revient comme ça? Ma scolarité, comme je dis, a finalement été très bonne, mais c'était un échec dans la direction qu'elle avait prise. D'accord. Maintenant que je peux faire une rétrospective de ma vie, j'aurais peut-être fait médecin ou kiné et rester dans le domaine de la santé ou diététicien directement, ou plutôt que passer un diplôme par après. Mais non, premier échec que j'épinglerais, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis heureux d'être dans mon centre aujourd'hui, j'avais dit à mes parents, je prendrais mon sac de foot pour travailler.
Et donc j'ai joué jusqu'à mes 17-18 ans en école de jeunes à Saint-Tron en division 1. J'étais repris en sélection, etc. avec les meilleurs. Et j'ai des amis qui jouent chez les Diables Rouges, qui sont dans des beaux clubs, etc. Et que moi, échec, tout simplement. Échec, traditionnel, grosse blessure. Mais encore, c'est pas la seule excuse. J'avais pas réglé tous mes paramètres santé, de nutrition, d'hydratation, etc. Il fallait déjà se professionnaliser à 16-17 ans, chose que je n'avais pas faite. Et ma mère m'a dit, après ma blessure, pour laquelle j'aurais pu encore revenir si je mordais sur ma chic, comme on dit ici, m'a dit, ok, t'avais le choix, maintenant je te laisse plus le choix, tu vas à l'UNIF. Donc, ce serait le premier échec pour moi, c'est de ne pas avoir joué plus au foot, entre guillemets, et de m'être épanoui là-dessus. C'était un objectif vraiment de vie. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit, wow, ok, stop. La consistance, c'est ça qui t'a manqué, tu penses ? Dans la consistance, non. Je pense que c'était le manque de guidance, j'avais besoin peut-être d'un mentor ou quoi. Et dans mon entourage, le seul mentor que j'avais était mon père, qui lui a disparu rapidement de l'équation. D'accord. À 12 ans. Donc du coup, lui aurait pu un peu me guider dans le foot, mais il a vite disparu de l'équation. Et donc, oui, peut-être d'un mentor ou quelqu'un qui me dise, Max, t'as 15-16 ans, là maintenant, mange bien et bois pas ta première bière en soirée, quoi. D'accord. Tout simplement. Mais consistance, non, j'étais régulier dans mes entraînements, dans mes prestations, j'étais pas mal. À qui demandais-tu conseil quand tu vivais un échec étant plus jeune? Tu as beaucoup parlé, tu as parlé de ta maman, tu as parlé de ton papa. Est-ce que c'est la sphère familiale vers laquelle tu allais peut-être en premier? Vais-je te surprendre, mais pour moi, tu me demandais 3 échecs, ça constitue le 2e échec de ma vie pour le moment, qui est d'ailleurs un des plus grands, si pas le plus grand. C'est de ne m'être jamais confié. Ah oui. Oui, ok. Et depuis 3-4 ans maintenant, je me libère un petit peu. Là, je suis un peu, il y a de l'émotion ici, parce que c'est pas facile pour moi. Mais oui, c'est un truc, c'est le plus gros échec de ma vie. D'avoir tout intériorisé. Exact. Ok. Et donc, je m'améliore à ça. C'est un point que j'invite à plein de jeunes. Je rencontre un paquet qui intériorisent au maximum. Moi, je suis là, comme une éponge, je capte tout. Donc, et je leur dis, parlez en fait. Parce que il y a 2 scénarios possibles. La situation qui se présente à vous, à chaque fois, comme environnement, comme hypothèse de base, et soit de vous en parler, soit de vous en parlez pas. Et bien en fait, si on n'en parle pas, on va se sentir moins bien. En tout cas, pas aidé, pas aiguillé. Là où si on en parle, on va être conseillé, bien ou pas bien, à vous d'avoir votre discernement. Mais en tout cas, on va se sentir mieux, on va libérer toute une charge. Et ça, depuis que je connais, ça me fait du bien. Parce que je suis émotionnel ici, mais en vrai, parce que je suis content d'arriver à ce stade. Mais disons que pendant 30 ans de ma vie, ça a été vraiment un point. Oui, vraiment. C'est énorme. Pendant 30 ans, tu as intériorisé toutes tes émotions négatives. Tout à fait. Et en fait, l'environnement familial dans lequel je vivais était tout à fait confortable. Une mère très présente, un frère qui m'adulait comme un père presque, ce qui n'est pas spécialement ça non plus d'ailleurs, mais maintenant on est très frères et frères, donc tout va bien. Mais l'environnement était même de confiance, c'est juste qu'on n'avait pas créé cet échange de par la séparation des parents, etc. On n'a pas créé en tout cas un rythme où on échangeait. On est de nature tous hypersensibles chez nous. Et donc, timidité, hypersensibilité, sujet qui devient vite tabou sans en être vraiment, c'est juste qu'on n'avait pas ancré cela dans la culture familiale. Est-ce que c'était finalement naturel pour toi d'intérioriser ou c'était inné? C'était vraiment comme ça que tu fonctionnais et que tout le monde finalement, à tes yeux, fonctionnait? Il y a un point de rupture. À quel moment, finalement, il y a cette bascule? Parce qu'à force d'encaisser pendant une trentaine d'années, je suppose qu'il y a un moment où le corps il dit stop, c'est plus possible. Tout à fait. C'est là où entre la dichotomie que je ressentais, c'est-à-dire travailler à la banque, travailler en nutrition, où je me sentais bien en nutrition et pas du tout bien à la banque, alors que c'était mon métier alimentaire, clairement. Ça qui mène à mon burn-out, plus le fait que j'allais imploser. Ça a mené donc à un gros chamboulement privé. J'étais marié, on s'est séparés, etc. Tout a vraiment explosé parce qu'à un moment donné, c'était le point de non-retour en fait. Et là, du coup, ça a marqué ce moment où je me suis dit, ok, il faut que je parle de ce que je ressens à mon meilleur ami ou à mon frère un petit peu plus et que j'extériorise, sans quoi c'est moi qui accumule et c'est moi qui implose. Personne ne t'a jamais posé de questions? Est-ce que tu arrivais en plus de tout garder pour toi, cacher tes émotions, que ce soit lors des repas de famille, lors des rencontres avec les copains, les restaurants, etc. T'arrivais à avoir la poker face? En fait, malgré moi, parce que de nouveau, c'était ma norme. Donc, tout allait bien dans ma vie. J'avais suivi ce fameux Mais tu le disais aussi, quand ça n'allait pas, tu étais du genre à dire « tout va bien » ou t'extériorisais quand même en disant « ouais, aujourd'hui, ça va un peu moins bien ».
Non, parce qu'on ne me posait pas la question non plus, parce que D'accord. comment se poser la question dans un schéma où on a une personne qui a, je vais reprendre le moment où ça commence à chambrer, j'ai 27 ans, j'ai une situation établie, je suis avec ma femme qui est avocate, on a une maison, tout va bien, meilleur des mondes, on a choisi le schéma, le créneau qu'on nous vend dès qu'on est né, créer une famille, acheter sa maison. Extérieurement parlant, j'allais au CrossFit 7 à 10 fois par semaine, j'avais un corps en bonne santé, tu me vois arriver, je suis en confiance parce que tout est finalement ok, même si derrière il y a des choses sous-jacentes qui se prennent place, mais en vrai, personne en me voyant se posait la question. Enfin, on pouvait même imaginer que peut-être que je pensais à plein d'autres trucs, etc. D'accord, donc le conseil, c'est vraiment, selon toi, maintenant, avec le recul, se confier. Pas hésiter. Oui, ne pas hésiter à partager. Ne pas hésiter à partager. Vous avez pas, nos auditeurs ici n'ont pas à porter tout le poids d'informations qu'ils captent à eux seuls. On n'est pas fait pour ça. Nous sommes des animaux sociaux. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux et qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est qu'on est dans le partage. Et Dieu sait que je cultive ce partage maintenant depuis 3-4 ans, que j'ai pu connaître ce moment, enfin que j'ai pu connaître cette évolution de chrysalide à papillon, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Bon, oui. Deux premiers, c'est déjà énorme et beaucoup de valeur et d'émotion. Il y a un troisième que tu souhaiterais peut-être partager avec nous, avec les auditeurs. Du coup, dans le deuxième, j'ai cité ma vie privée qui est un peu volée en éclat aussi, qui constitue quand même aussi un échec, il faut le dire, mais voilà, là je suis en paix avec la décision. Sur un troisième échec pour le moment, notable, aussi fort, j'avoue que pas spécialement. De nouveau, vu que j'ai vécu une vie assez protégée, on va dire, en tout cas dans les Canva, je n'ai pas été exposé non plus à beaucoup d'échecs, vu que je suis entrepreneur finalement depuis 5 ans maintenant. D'accord. Mais non, peut-être une leçon de l'échec de mon père, par contre, que je peux reciter alors comme troisième point. Mon père qui avait une société de 3 générations qui lui est tombée dans les mains, et qui, son histoire va se rapprocher de la mienne finalement dans un autre contexte, mais qui a mis en évidence de nouveau le fait que ne pas être au bon endroit au bon moment, malgré qu'il avait tout en main, fait que ça foire. J'explique. Mon père, à 16 ans, dit à mon grand-père, qui avait une menuiserie établie, qui tournait bien avec 10-15 ouvriers, voilà, j'aimerais bien être boucher. Et mon grand-père lui répond, on verra, réussis tes examens, puis on verra. Mon père, pas très, je pense, en tout cas j'ai ça en mémoire, n'avait pas très bien réussi ses examens, et mon grand-père lui dit, ok, stop, tu feras pas boucher, on a une société qui tourne, tu viens, je te place, je t'apprends le métier, tu seras gérant, et on n'en parle plus. Il dit oui. Il vit comme ça jusqu'à 30-35 ans. Et ça se passe bien parce qu'il y a un gros client qui rince toute la société, etc. Mon père ne fait pas attention à ces petits chantiers pour lesquels il ne se fait pas payer. Et arrive un moment où le gros client part, il se retourne vers ses petits chantiers, faillite totale, parce qu'il n'a pas du tout géré sa société. Parce que lui, ça tombait, ça coulait de source. Et on est littéralement passé, je te promets Vincent, un samedi, on est à l'inauguration pour une 911 Porsche. Le lundi, j'ai les huissiers à la maison. Parce que, en fait, il y a un goulot d'étranglement, mon père s'est pas fait payer, il a placé tout, il y a des fournisseurs qui doivent être payés, bref, il n'y a plus de liquidité, vu que le gros client qui rinçait et qui cachait tout, disparaît. Et là, ça met en évidence encore quelqu'un qui a... Là, en plus, il avait tout en main pour faire rincer toute sa famille, c'était le premier à aller mettre des tournées dans les bars à tous ses amis, etc. Il avait tout en main pour que ça fonctionne, sauf qu'il n'était pas dans son bon environnement, il n'avait pas appris la gestion ni rien, mais il n'aimait pas finalement ce qu'il faisait, si ce n'est rencontrer les gens à boire un verre, ça c'est facile. Et l'échec. Donc ça, c'est pour moi, ça c'était un échec familial, on va dire, donc 3 générations qui se réduisent à 0, et qui m'a d'ailleurs calé dans mon envie d'entreprendre. C'est pour ça que je prends ce 3e point, parce que HEC, fatalement, premier diplôme, je voulais finir banquier, c'est mon idée, mais j'avais aussi plein d'idées. J'ai 100 idées dans mon téléphone que j'ai écrites depuis HEC, je veux créer ça, je veux faire ça, je veux faire ce business, et je n'osais pas, de par l'échec de mon père, parce que je dis, ah oui, mais si je fais ça, que j'ai les huissiers qui viennent me chercher, je n'ai pas envie de savoir ça. Tu te sens en partie responsable de cet échec? Si tu en parles, c'est parce que tu l'as vécu forcément de l'intérieur, ou tu as l'impression de porter une partie de la responsabilité et de te dire, j'aurais pu le voir, ou j'aurais pu l'aider, ou j'aurais pu le conseiller, moi, dans l'autre sens? Non, parce que j'étais jeune, j'avais 10-12 ans quand ça arrivait. Ah oui, d'accord, donc, trop pas jeune. du tout. Par contre, j'en parle parce que son échec s'est retranscrit dans ma vie, et donc du coup j'ai envie de dire aussi à nos auditeurs, vu que j'avais pas de 3e échec personnellement à l'heure actuelle aussi notable que ceux que j'ai cités, eh bien j'avais envie de transmettre que ça peut même passer une génération aux échecs, et ça peut influencer vos décisions, alors qu'en fait, boum, un peu de recul. Moi, ça je dois le dire,
des idées d'entreprendre, j'en avais. Celui qui m'a fait confiance, il m'a dit Max, on peut le faire, c'est mon associé. On a commencé d'abord en tant qu'indépendant complémentaire. Puis une fois qu'on a bien avancé, c'est moi qui lui ai dit allez, maintenant tu m'as donné la confiance, maintenant moi, je te dis, moi je veux créer une société, est-ce que tu es chaud? Il a réfléchi 10 jours et puis il m'a dit bah oui, on y va. Et on a lancé TS Nutrition. Ok. Mais l'échec de mon père, finalement, a eu un retentissement dans ma vie. Et j'ai envie de dire à nos auditeurs, non, en fait, laissez ça à l'ancienne génération, osez ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Toi, tu acceptes à quel moment que l'échec il est nécessaire et qu'il peut servir de levier? Tu as parlé de l'âge de 27 ans où tu prends quand même conscience de pas mal de choses, mais en termes d'échec où tu te dis bah, finalement l'échec il faut faire avec, il se présentera, tu vas essayer d'éviter 2 échecs, il y en a forcément un que tu ne verras pas arriver, un petit peu comme le parcours de ton papa, hein. Oui. Tu parles de le vendredi vous êtes en mode prêt à acheter une voiture, et le lundi c'est tout à fait l'inverse, la voiture elle est toujours pas là, il faut déjà donner tout le reste. Est-ce qu'il y a un moment où tu acceptes que l'échec bah finalement il est nécessaire, tu le vis positivement, tu es en paix et que tout ça va servir de levier pour la suite? Oui, en fait c'est exactement cela. Tu as tout dit dans la question. Je pense c'est que l'échec, si on le vit, qu'on le subit et qu'on ne rebondit pas, là on s'expose à des problèmes. C'est là où il y a une déperdition et que ben, finalement, je suis certain que la personne ne va pas être épanouie dans sa vie et va rester calée sur cet échec. Le propre de l'échec, c'est de pouvoir le mettre de côté, l'intellectualiser, c'est ça que je voulais dire, et pouvoir avancer et se dire ok. Là, par exemple, là où je suis aujourd'hui, ben, il y a eu ces 2 échecs notables. Il y a plein de petits échecs que je n'ai pas voulu citer parce qu'ils étaient assez minimes, mais tous ces petits échecs mis bout à bout m'ont permis d'être là aujourd'hui face à toi, en paix, heureux de ce que j'ai mis en place et prêt à affronter la suite avec, devant moi, je le sais déjà, plein d'échecs possibles, mais plein d'échecs, enfin pas de barrières, des barrières parce que les échecs, je vais les transformer en barrières finalement, d'une certaine manière. Barrières que je vais surmonter, je vais sauter dessus et je lui dirai merci parce que tu m'as appris à sauter désormais, mais j'avance quoi. Ok, super. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu souhaiterais donner aux personnes qui vivent un échec? Peu importe la situation, mais de manière générale, tu vis un échec. Toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais si tu n'en avais qu'un seul à donner de conseils? J'ai vraiment qu'un seul, parce que j'en ai plusieurs. Hein. Un seul? Allez, un seul. Un seul, dur, parce que j'en ai plusieurs. Mais ok, la fameuse règle des 3-3-3, ou des 10-10-10, hein, ça dépend, on dit ce qu'on veut, mais prenons 10. Quel est l'impact de cet échec à 10 jours, 10 mois, 10 ans? Et en fait, bien souvent, 10 ans plus tard, on se retourne, on ne s'en souviendra même plus de cet échec. Donc, c'est peut-être... J'avais plein d'autres conseils, mais celui-là va être peut-être le plus impactant. Ok, 10 ans plus tard, quand vous allez vous retourner, le fait que votre client n'ait pas payé 130 €, est-ce que ça va vraiment vous impacter si derrière vous rebondissez, vous allez chercher d'autres clients, vous créez d'autres leads? Mais en fait, non. Non, tout simplement. Et vous l'aurez oublié, tout simplement. D'accord. Donc, dans le cadre de ce qu'on met en place, par exemple, quand j'ai un patient qui rentre qui dit « Max, cette semaine-ci, j'ai mangé 3 fois des pizzas parce que j'ai eu 3 anniversaires. » Je le regarde, je souris, je dis « Ok, mais le reste du temps, comment ça a été? T'as ancré tes bons réflexes? Oui, très bien. Donc, t'as ancré des bons réflexes. Très bien. La semaine d'après, il n'y a pas 3 anniversaires. Donc, tu vas revenir sur tes bons réflexes. La semaine va être efficace. Qu'est-ce qui va se passer 3 semaines plus tard? Ou alors, dans mon exemple, 10 semaines plus tard, on ne se souvient plus de la semaine des 3 pizzas, en fait. On a créé une norme et on avance. C'est un peu ça l'idée. Ok. Je t'ai parlé d'espace de liberté. J'ai vu que tu étais un peu frustré de ne pas pouvoir donner plus qu'un seul conseil. Donc évidemment, je te laisse le loisir de nous donner tous tes conseils, parce que l'idée ici avec ce podcast, c'est pas te faire du buzz, mais c'est surtout d'aider. Et si dans ces conseils on peut aider quelqu'un, je trouve que ce serait intéressant de s'en priver. Donc voilà, la parole est à toi et tu as toute la liberté. C'est un peu l'idée. En fait, ça va être un conseil qui reprend un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est être en paix et savoir que la vie, effectivement, va être... pour qu'il y ait des hauts, il y a des bas. Or, si on met 2 billes une à côté de l'autre, une sur une surface plane et l'autre sur une surface qui fait haut-bas, celle qui fait haut-bas va aller plus loin dans la vie. Donc, de l'acceptation, du lâcher-prise, c'est ce que je développe aussi un maximum depuis 3-4 ans. Assimiler les informations, les intellectualiser, mais ne pas amplifier non plus les émotions, ne pas créer du foutu pour foutu, ne pas créer du mécanisme négatif. Typiquement, l'échec va avoir la résonance qu'on veut lui donner. L'échec arrive à un moment T,
va avoir peut-être un petit impact, souvent à court terme, moyen, maximum, à long terme, ça peut arriver, mais un échec, souvent, ça prend l'espace qu'on veut lui laisser, en fait. Et si je décide, dès la seconde où j'ai cet échec, ok, je sais que je dois faire ça pour régler le problème, parce que ok, j'ai fait du mal à quelqu'un, ou quelqu'un m'a fait du mal, ou ma voiture est en panne, je la mets chez le garagiste, mais du moment où j'ai mis en place le plan pour répondre au problème qu'a créé cet échec, et bien en fait après c'est fini, et c'est tout dans la tête en fait. Et tout ce que je viens de te dire il y a 2 secondes, c'est déjà dans le passé, aussi loin que ce que j'ai dit à mon père quand j'avais 12 ans, quand il a quitté la maison pour la première fois. C'est du passé en fait, et c'est à nous de créer ou pas cette résonance et donc moi ce que j'invite, et ça c'est plus difficile à mettre en place parce que ça demande beaucoup de pouvoir d'esprit. J'ai eu la chance de suivre un maître bouddhiste, un tibétain qui a 60 ans, qui a vécu au Tibet, qui m'a transmis aujourd'hui. Il m'a dit, c'est toi Max qui décide l'impact de ces émotions, de ces idées positives ou négatives. Et c'est là où je reviens sur le mot qui, pour moi, a beaucoup résonné ces derniers temps, c'est ne cherche pas le bonheur, cherche la paix. Et dans l'échec, cherche la paix aussi, en fait, tout simplement. Ok, super. Waouh. J'avoue que je suis assez imprégné. J'ai toujours été très imprégné par ta sagesse, ton savoir et ta vision. Mais ce qu'on doit aussi retenir de manière très simple, c'est que c'est important de se confier, de chercher des solutions à l'extérieur, de ne pas avoir peur finalement de se confier. Bien sûr, surtout que si je peux me permettre, oui. Ce point qu'on a abordé, et dans le cadre de donner des tips pour l'échec, oui. On l'avait déjà au préalable, mais je vais radoter là-dessus, mais le fait de se confier sur un échec, 99 fois sur 100, si on se confie à un pool de personnes assez grand, disons 5-10 personnes, ces personnes ont déjà vécu le même échec, ont déjà peut-être les clés à nous transmettre pour justement y répondre et ne pas laisser cet échec nous pourrir la vie. Donc plus que jamais de l'ouverture, de la paix et beaucoup de discussions. Est-ce que tu penses que la famille fait partie d'un cercle où il faut absolument aller se confier, ou justement, pour toi, il y a un cercle justement en dehors de la famille qui sera beaucoup plus efficace? Moi, j'ai tendance à penser, parce que je l'ai entendu chez les invités, c'est que souvent on n'est pas pris au sérieux dans le cercle familial, et du coup ça peut fragiliser davantage la personne et son échec. Donc finalement, certains me disaient, mais allez surtout pas voir la famille, allez voir n'importe qui, mais pas la famille, même le premier venu sur le trottoir, mais pas la famille. J'ai répondu tout de go pendant que tu expliquais non, mais moi avec de la nuance. Allez voir la famille, mais allez voir la famille qui est capable, qui a les outils de vous comprendre. Par exemple, ma mère a 10 frères et sœurs. Dans ces 10 frères et sœurs, il y en a un qui est entrepreneur. Je peux aller le trouver, il va me comprendre. L'autre qui est fonctionnaire, qui a vécu toute sa vie et qui a bien vécu, ingénieur, fonctionnaire, etc. Et c'est pas une question d'argent, de statut, mais il va pas comprendre va pas comprendre mes difficultés. Donc, tout à fait. je vais pas lui poser les questions à lui. Donc, ça dépend de votre famille, ça dépend du sujet à aborder, ça dépend de l'aise que vous avez à parler avec eux. J'ai répondu non tout de go dans ce sens, à ce non nuancé, et j'ai envie de répondre oui, allez voir votre famille, allez voir en fait un cercle et des personnes qui sont dans ces mêmes problématiques, qui vont vous comprendre. Quand on me disait pendant 3 ans, Max, tu travailles du lundi au vendredi à la banque, tu es fatigué, mercredi tu fais 17-21 nutrition, samedi dimanche tu fais 9-15 nutrition, arrête ta nutrition. Eh bien, ils ne me comprenaient pas, ces gens-là, parce qu'ils étaient dans cette famille qui me disait, ils étaient dans leur 8-16 du lundi. Et moi, j'étais là, mais non, c'est la nutrition qui fait que je suis pas encore en déprime, les gars. Si je vois pas mes clients, je suis triste, en fait. Et là où, si je discutais avec un indépendant, il me disait, oui, arrête ta banque, tant pis, tu gagneras 4 000 € de moins par mois, mais au moins, tu seras heureux. D'accord. C'est ça, la dichotomie de fou. Allez, top. Non à la famille, avec nuance. Oui, avec surtout, en fait, des personnes capables de comprendre. Il y a des outils que tu conseilles, peut-être des livres, des podcasts ou des chaînes YouTube qui peuvent aussi être des outils, les premiers outils qu'on consulte? Alors, je suis très mauvais élève là-dessus. Je prends pas assez le temps là. J'ai beaucoup trop sur le feu. J'avoue que je vais être preneur de toute info, de podcasts, de livres de développement. Mon frère lit beaucoup de livres de développement personnel. D'accord. Et c'est lui qui me transmet beaucoup d'infos. Donc je lis à travers lui, mais je sais même pas citer un livre. Ce qui est ce qui est absolument déviant, parce qu'avant de lancer Thèse Nutrition, je lisais 9 livres plus ou moins par an. Ici, je suis à 0, si ce n'est que des livres orientés nutrition. D'accord. Donc non, je ne serai pas d'une grande aide cette fois-ci. Allez, super. Bon, Maxime, c'est la fin de cet échange. Merci vraiment
vraiment parce que voilà, ça fait un moment qu'on devait l'enregistrer cet épisode. Ça y est, cette fois c'est fait. Je vous invite à suivre TS Nutrition sur les réseaux. Je pense que c'est le canal principal, c'est TS Nutrition. Oui, c'est ça. Vous êtes partout, Instagram, Facebook, site Même internet. TikTok, c'est ça. Ouais. Tu es aussi chroniqueur sur 4, Tout à fait. c'est ça? Tout à fait. Où tu viens avec des conseils, je suppose. Oui, c'est ça. Dans ouais. l'émission Vitale, Ok, super. 4, Top. on m'a demandé la casquette de coach sportif, Super. même si on m'invite à discuter un peu de nutrition. Il y a déjà un D'accord. nutritionniste qui fait très bien ce rôle, qui remplit très bien ce rôle. Et c'est tous les 3e mardi, 3-4e mardi du mois, l'émission Vitale, on peut la revoir d'ailleurs en D'accord. différé aussi. Bon, j'espère que vous avez appris des choses grâce à Maxime. Je suis certain que vous avez appris des choses. C'est l'objectif du podcast. Merci de vous abonner. Il y a la petite cloche pour être averti, la fameuse petite cloche pour être averti de l'épisode. 5 étoiles pour aider le podcast à être bien référencé et à le booster. Merci pour vos commentaires aussi sur toutes les plateformes de podcast et les réseaux sociaux. Et une dernière fois, Maxime, merci pour cet Avec échange. plaisir. C'était très chouette. Merci Vincent. Pour encore plus d'histoires de patrons personnalités et anonymes qui se livrent uniquement sur leurs échecs, abonne-toi et active la petite cloche. Tu recevras une alerte à chaque nouvel épisode. L'abus d'échec n'est pas dangereux pour la santé.